Bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. C'est un plaisir pour moi de faire une présentation assez pédagogique sur un thème peut-être un petit peu mystique, qui est l'analyse des fuites d'informations sensibles, de systèmes qui manipulent typiquement des données chiffrées ou des clés cryptographiques. Voilà. On a conçu cette leçon, on va dire, avec mon collègue Olivier Rioul de Télécom Paris également. Tous deux, effectivement, nous menons des recherches sur ce sujet. Aujourd'hui, on voulait prendre le temps de le rendre abordable et donc de vous illustrer non seulement de quoi il s'agit, et puis également d'introduire sur la fin de la présentation effectivement des thématiques de recherche récentes sur ce sujet. Voilà. Euh, pour situer un petit peu le contexte, effectivement, on parle d'information au niveau de la protection cryptographique. Vous savez que tout système de sécurité s'appuie sur des primitives qui implémentent du chiffrement, de la vérification d'intégrité et d'authenticité, avec des algorithmes. Typiquement, vous connaissez peut-être AES pour chiffrer les données. Actuellement, il y a une grande révolution dans le domaine de la cryptographie asymétrique. Essentiellement, on est en train de migrer d'algorithmes basés sur la théorie des nombres, ou bien sur la théorie des variétés, donc tout ce qui est courbe elliptique, vers de la cryptographie post-quantique. Le point commun de tous ces algorithmes-là, c'est qu'ils ont des clés. Donc les algorithmes symétriques ont des clés secrètes, les algorithmes asymétriques ont des clés privées à protéger, d'accord. Et certainement les algorithmes sont conçus pour résister à des cryptanalyses. Mais maintenant, l'implémentation, donc la façon dont tourne l'algorithme en tant que logiciel ou en tant que matériel, peut divulguer de l'information. D'accord. Donc en fait, on est intéressé par la partie implémentation des choses. D'accord. Donc on va un petit peu se concentrer là-dessus. Juste pour vous dire que c'est extrêmement pervasif. Donc aujourd'hui, la cryptographie, ce n'est plus l'apanage quelque part des sciences militaires. Hein. C'est comme Monsieur Jourdain, on utilise de la cryptographie tous les jours. Et dans de plus en plus d'applications. Il est inconcevable aujourd'hui de ne pas s'authentifier pour accéder à un service. Il est impensable également de ne pas protéger de l'information au repos sur un disque dur, sur un support cloud, d'accord. Et ces applications sont vraiment, concernent toute notre société digitale en entier. Alors, je vous donne un petit peu la référence de du premier travail sur le sujet. Tout cela date combien de temps en arrière? C'est 20 ans en arrière. C'est Paul Kocher qui publiait une attaque timing. De quoi il s'agissait? En fait, c'est une extraction de clés RSA, la clé en entier. Donc voilà, quelle que soit la taille de la clé, que ce soit du 2048 bits ou du RSA à 3000 bits, 4000 bits, d'accord. Une extraction de clé. Et comment se passe l'attaque? C'est très très simple. Vous ciblez une victime sur Internet et en fait vous configurez un poste client celui-là, qui implémente la même version, on va dire, d'OpenSSL, hein, la même version de RSA. Et simplement, en fait, vous allez essayer de deviner les bits de la clé un à un. Vous essayez avec le premier bit de la clé. Alors forcément, tous les bits derrière là sont erronés. Mais en fait, vous regardez quel est le temps de calcul de réponse de votre serveur victime qui coïncide le plus avec votre serveur que vous avez à la maison, quoi, en fait, qui vous sert à faire des expérimentations. Et quand vous avez le bon bit, vous apercevez que le temps de calcul est le plus corrélé. Et donc comme ça, en fait, vous retrouvez un bit, puis le suivant, et de fil en aiguille, tous les bits. Donc c'est vraiment une attaque très très simple. Et qu'est-ce qu'elle utilise? Vous voyez, elle casse pas RSA. Hein. C'est pas ici, on parle pas d'une attaque quantique. On parle réellement d'une attaque qui vient exploiter une fuite d'informations qui est le temps de calcul.
Très simple. Donc, bien sûr, aujourd'hui, les algorithmes sont implémentés pour être exécutés en temps constant, d'accord? Alors, il y a d'autres types de fuites, outre le temps. Il y a également, effectivement, des émanations. Donc là, je montre un exemple d'une émanation électromagnétique. Donc, prenez un téléphone qui utilise une clé, donc, un octet de clés. Encore une fois, quelle que soit la taille, ce sont des attaques divisées pour régner. Hein. En fait, on va retrouver bit par bit, octet par octet. Et donc, on prend un certain nombre de mesures, et puis effectivement, on va utiliser un distingueur pour retrouver la valeur de la clé. Donc cette fois-ci, le biais n'est pas temporel, il est sur en fait une quantité de fuite mesurée, donc avec un appareil comme par exemple un oscilloscope qui va digitaliser un signal. D'accord ? Alors, bien sûr, là, il faut être sur le téléphone, d'accord ? Donc, c'est des attaques un peu intrusives, on va dire, d'accord ? En fait, il se trouve que ces attaques sur les canaux auxiliaires font parler d'elles parce que récemment, elles ont été appliquées à nouveau à distance et même sur des algorithmes qui s'exécutent en temps constant. Donc là, je donne quelques exemples. Donc, ça a donné lieu à la publication donc, de CVE. Platypus. Alors, platypus, donc en français... j'ai oublié comment ça s'appelle cet animal là, le canard qui pond des œufs là, l'ornithorynque, voilà. Et donc qu'est-ce que c'est en fait cet animal a des facultés effectivement pour pouvoir détecter ces cibles en fait par une analyse électromagnétique. Donc d'où le petit logo là comme ça en fait. Et alors qu'est-ce qui se passe dans cette attaque-là ? C'est que les processeurs actuels sont en mesure de pouvoir adapter leur consommation à l'état de votre batterie et à la charge de calcul. En l'occurrence, quand vous demandez à faire de la cryptographie, le processeur va être utilisé de façon très intensive et va chercher à calculer plus vite. Mais si maintenant vous lui demandez typiquement de réaliser une deuxième fois le même calcul, la deuxième fois, il va pouvoir aller plus lentement parce que en fait, il a tout un système d'apprentissage, de cache, de mémoire locale qui lui permet de réduire le temps de calcul. Donc on voit qu'il y a une corrélation en fait entre la vitesse du processeur, la consommation de la batterie et les données manipulées. Et donc Platypus, c'est une attaque à distance donc qui permet d'extraire des clés AES. Après, je mentionne Heartbleed. Alors Heartbleed, c'est cette fois-ci non en ne jouant pas sur la consommation, mais sur une capacité qu'ont les processeurs modernes à adapter leur fréquence au type de calcul. Donc c'est le même principe. Donc cette fois-ci, le biais observable, le canal caché, ce n'est pas la consommation. Cette fois-ci, c'est la vitesse du processeur, d'accord, et qui est observable à une personne qui aurait installé un logiciel malveillant sur la plateforme et qui simplement en fait demande à quelle vitesse tournes-tu, d'accord ? Je mentionne quelques autres, Minerva, je mentionne TPM Fail, qui sont toutes des attaques donc bien répertoriées, bien connues, qui ont conduit en fait à des modifications de firmware et de temps en temps, voire pire, en fait, à des changements matériels sur ces implémentations-là. D'accord ? Je vous parlais d'attaques en cache, donc aussi tout ce qui est l'optimisation des calculs avec l'usage de données qui sont et de données de code qui sont mis dans des mémoires amenées à être réutilisées par le processeur ou non, suivant que en fait on accède telle fonction ou telle variable dans tel tableau ou non, ça va effectivement fuir de l'information cette fois-ci en temps. Donc cette mesure de temps peut se faire in situ sur le processeur. Vous voyez, donc on a toute une série comme ça de vulnérabilités. Et puis l'industrie en fait s'est retrouvée face à un problème de savoir est-ce que on se met à dégrader du coup les performances des processeurs, donc tout opère avec une consommation maximale, avec une fréquence d'horloge toujours maximale, ou est-ce qu'on va trouver une façon intelligente de résoudre le problème ? Donc ça c'est un peu pour planter la problématique, et donc ça pose des questions à la fois effectivement de compréhension du modèle d'attaquant. Donc effectivement l'attaquant lui il veut
pouvoir réaliser son attaque le plus vite possible. Et ça pose aussi des questions, bien entendu, du point de vue de la défense. Donc, comment j'implémente bien les choses. Et quand je suis un certificateur, comment je m'assure qu'une implémentation protégée les bien. Voilà. Et donc, on a des schémas. Vous connaissez certainement les critères communs donc, qui demandent en fait, de réaliser une évaluation concernant le niveau de risque de cette attaque-là. D'accord ? Donc, et c'est ce que je vais vouloir maintenant vous présenter. Donc, en gros, juste pour résumer, vis-à-vis des canaux cachés, on est toujours insecure, j'ai envie de dire. Et en fait, la vraie question, c'est de savoir quel est le niveau de sécurité. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut robustifier une implémentation cryptographique vis-à-vis de ces attaques. Okay ? Donc, un des moyens de protéger une implémentation, donc vous avez une variable sensible à protéger. Donc, écoutez, ça va être un cryptogramme, par exemple, qui dépend d'une clé K. Et donc, l'état de l'art aujourd'hui, comment est-ce que si vous êtes amené à développer du traitement d'informations sensibles, vous allez implémenter ce qu'on appelle du partage d'informations. Donc, vous n'allez pas traiter l'information en tant que telle, elle va être distribuée aléatoirement en parties. Donc, par exemple, en 2 parties ou en des parties. Voilà, et chaque calcul, alors cette répartition-là est complètement aléatoire. Donc, si vous voulez, c'est une méthode de calcul sur des données random qui, en fait, à la fin du calcul, peuvent se recombiner. C'est comme du partage de secrets, d'accord, pour retomber sur la bonne valeur, d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle du masquage. Ici, c'est un exemple de masquage booléen. Alors, donc on peut se dire, ok, bah ça va être parfait. De combien est-ce qu'il faut que je partage ? En réalité, en fait, aujourd'hui, en fait, on a des niveaux d'attaque où il faut effectivement partager en plus que 2, donc 3, 4, voilà. Et donc, bien sûr, après, derrière, on peut voir que il existe, je vous disais, en fait, la question, c'est pas est-ce qu'à un moment donné, je suis 100% secure ? Non, la question, c'est de combien je suis secure. En fait, il y a toujours une attaque. Alors, l'attaquant va effectivement réaliser en fait, une convolution des fuites pour essayer de retrouver, donc de deviner, c'est de l'estimation, d'estimer la valeur de la clé. Donc ça, c'est juste pour vous donner un tout petit peu la modélisation théorique des choses, d'accord ? Donc en pratique, comment ça se passe ? En pratique, je mesure ma fuite. Vous voyez, ça c'est une antenne sur un système embarqué. Donc vous voyez, ça peut être retrouver une clé d'un TPM de votre Secure Boot sur un laptop, un smartphone. Ça peut être aussi local à une puce, voilà. Certaines clés profondes sont des clés qu'on appelle des clés de classe, c'est-à-dire que retrouver une clé d'un dispositif vous permet en fait du coup d'ouvrir tous les dispositifs de la même famille, quoi. Donc d'où l'intérêt. Donc voilà un peu l'illustration. Alors maintenant, quelques mots sur comment est-ce qu'on en est venu à théoriser tout ça et à essayer d'établir donc du coup une notion de niveau de sécurité vis-à-vis de ces menaces. Donc, alors ça c'est un morceau de calcul d'un AES. Donc vous avez une clé, la clé K étoile, c'est la clé à deviner, hein. C'est la clé secrète, voilà. Donc le jeu de l'attaquant, c'est de mesurer un peu d'émission, un peu de canal caché, du temps, de la puissance, de la fréquence, quelque chose. Et ensuite, effectivement, d'inférer en fait une valeur probable de clé. Donc en fait, il va y avoir par exemple, typiquement si c'est un octet, là vous avez 256 valeurs et on cherche à retrouver la valeur manipulée Y et donc en inversant le système à retrouver les clés qui sont plausibles. Donc là, vous voyez, j'ai 2 clés plausibles, quoi. Alors je prends une mesure, maintenant je vais en prendre une deuxième, d'accord ? Donc j'ai plus d'informations. Alors à la louche, le double, au bout d'un moment ça sature, mais j'ai une information vectorielle. Et donc, vous voyez, en fait, au bout d'un moment, ça se renforce. Et puis donc là, j'ai cette valeur-là qui devient vraiment de plus en plus plausible, quoi. Donc c'est une analyse de vraisemblance, d'accord ? Et donc je peux dire quand j'ai accumulé suffisamment de mesures que j'ai une quasi-certitude que la bonne clé que j'estime, c'est celle-là. Vous voyez ? Donc c'est
c'est un vrai problème en fait, de communication numérique où j'ai des mesures bruitées que j'amplifie jusqu'à, si vous voulez, avoir un niveau de rapport signal à bruit suffisant pour me permettre de choisir, de déterminer, disons, avec le moins d'ambiguïté possible, la bonne clé. C'est la bonne manière de modéliser ce que fait un attaquant, d'accord ? Donc on dit qu'une attaque est réussie si la bonne clé est trouvée, si la clé estimée correspond à la bonne clé. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, essayons de voir quel est le bon outil pour quantifier l'effort de l'attaquant. Donc l'effort de l'attaquant, ça va être le nombre de mesures à prendre, d'accord ? Donc clairement, si un attaquant trouve probabilité 1 pour cette clé, probabilité 0 pour les autres, ben voilà, on a retrouvé la clé, c'est clair, le dispositif est cassé, d'accord ? Mais en général, en fait, on va se retrouver dans une configuration qui est un petit peu comme ça, où potentiellement même il y aura des clés ex aequo, et on veut un peu pouvoir se dire, ok, est-ce que mon attaque elle est réussie ou pas ? Est-ce que savoir que la clé numéro 4, elle est assez plausible, mais on n'est pas complètement sûr. Vous voyez, il y a des challengers là. Est-ce que ça m'apporte une information utile ? Donc, on a besoin de métriques pour ça. On a besoin de quantifier la fuite d'informations. Alors, il y a une métrique qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le taux de succès, success rate. Le taux de succès, vous voyez, en fonction du nombre de mesures que je prends, en fait, je vais avoir un taux de succès qui va monter à 1. Donc, in fine, comme je vous le disais, le dispositif va être cassé si je prends suffisamment si j'ai assez d'informations. Maintenant, si j'ai un nombre limité d'informations, par exemple ici ce nombre n d'attaques, je vais retrouver la clé avec une certaine probabilité bêta. D'accord ? Et donc, en fait, c'est cette relation-là qu'on aimerait bien connaître et modéliser. Et puis, savoir comment ça se relie aux caractéristiques du cryptosystème et au niveau de sa fuite. OK ? Donc, en gros, on va dire qu'on a un dispositif qui est sécurisé, avec une probabilité 1 moins bêta, bien sûr. Et donc, par exemple, on va pouvoir prendre des mesures de mettre à jour les clés éphémères, par exemple, tous les NA opérations cryptographiques. Voilà. Donc, ça nous permet d'être proactif sur la maîtrise de la sécurité du système. D'accord ? Donc, alors, il y a des façons de faire, par exemple, de se dire, OK, mon nombre de mesures, je peux le relier à une corrélation. Donc, je vous disais, effectivement, comme dans l'attaque timing, je corrèle en fait un modèle avec ce que j'observe, et ça me permet de déduire la clé. Donc, certaines fuites sont complexes, donc on préfère en fait se relier à une notion d'information mutuelle. D'accord ? Et donc, on a fait tout un travail pour essayer de mettre de la rigueur dans cette fonction-là qui dépend du taux de succès, et puis au dénominateur, trouver la bonne notion d'information mutuelle qui permet de quantifier la quantité de fuite dans les mesures de canal caché. Okay ? Donc, petit aperçu du coup de ce qui se passe dans une attaque. Donc, j'ai ma crypto qui prend en entrée une clé. En bout de chaîne, j'ai mon attaquant qui estime une clé, K chapeau. Et au milieu, j'ai de la cryptographie et du masquage. Donc le masquage, c'est la façon de randomiser mon calcul, d'accord ? Et puis j'ai ma fuite, qui est le side channel. Alors le masquage transforme une variable, en fait un octet, on va dire, enfin des bits, en une variable qui est multivariée, donc elle est grasse là, parce que effectivement le masquage aléatoire va découper l'information en plusieurs parties, d'accord ? Si on s'intéresse à des octets, par exemple, typiquement, les données en entrée sont des données sur m égale 256 valeurs. Si l'on arrive à focaliser l'attaque sur des bits, on aura m égale 1, juste pour vous donner quelques définitions. Et donc, effectivement, le masquage consiste à faire cette opération-là de partage aléatoire d'informations en plusieurs shares, d'accord ? Et donc, quelques hypothèses sur ce modèle-là. Et encore une fois, du coup, on a la figure de mérite que le taux de succès de retrouver la bonne clé, c'est vraiment la probabilité que mon cas estimé coïncide avec la bonne clé, étant donné donc la connaissance des mesures. D'accord ? Donc, vous voyez, en fait, ça se modélise en un problème statistique et de théorie de l'information.
Et alors là, juste, je vais vous énoncer un certain nombre de résultats typiquement, et je vais vous montrer en quoi c'est utile. Alors, pour pouvoir raisonner maintenant quantitativement sur les fuites, on a besoin de pouvoir disposer d'outils. Alors, on a des outils de la théorie de l'information, déjà, pour venir comparer des distributions. Donc, par exemple, X et Y, j'ai deux distributions et je veux savoir comment elles sont proches. Alors, il y a plusieurs outils. Donc, là, je ne vais pas forcément tous vous les détailler, je vais juste vous montrer que quand on est maintenant chercheur, d'accord, dans une posture de chercheur, eh ben, en fait, on va s'appuyer sur des outils et que ces outils ne sont pas univoques. D'accord. Donc, il y a différentes approches pour atteindre notre objectif qui est quantifier les fuites d'informations. Donc, on a des notions d'information mutuelle, on a des notions de divergence qui généralisent en fait l'information mutuelle. C'est de l'information, par exemple, de Réni. Voilà, ça c'est un outil. Donc on a des métriques comme ça. Ensuite, on peut utiliser des métriques statistiques, donc qui raisonnent sur les distributions, donc de la comparaison de distribution, de formes de distribution, donc par exemple avec des normes, norme 1, une norme 2 sur des distributions. Voilà. Donc pour savoir si en fait une donnée de canal caché contient de l'information, on aime bien la comparer en fait à une variable aléatoire qui est uniforme, par exemple. Donc si on est différent de l'uniforme, c'est qu'il y a de l'information à extraire, d'accord. Et de ces métriques, en fait, on va dériver des mesures du caractère aléatoire, d'accord. Donc, différentes mesures issues de la théorie de l'information, issues des statistiques. Vous voyez, donc en fait, on relie la mesure du caractère aléatoire aux métriques que j'ai introduites, d'accord. Et alors quelques-unes dans différents domaines qui sont intéressantes à relever. Donc effectivement, la probabilité d'erreur, c'est relié à la probabilité de succès de retrouver la clé. On a d'autres métriques d'ailleurs, comme la guessing entropy. Là, c'est plus en fait une métrique qui est écoutez, vous voulez avoir de l'information, vous avez un système qui est un oracle, combien de questions il faut poser pour pouvoir retrouver de l'information utile. Donc voilà, différentes choses qui se généralisent comme ça. Et donc maintenant, en fait, on peut l'appliquer à notre contexte. Donc, notre contexte avec effectivement plusieurs shares là. Et donc, en fait, on obtient des bornes. Alors là effectivement, je ne vous demande pas de faire attention aux normes, simplement de vous montrer un petit peu l'évolution de la science. Ce résultat-là, en fait, date d'il y a 10 ans en arrière, et c'était l'état de l'art connu. Donc, on savait borner le nombre d'interactions avec le dispositif pour extraire une clé avec une probabilité bêta, d'accord, en fait, à la fuite, notamment donc l'information mutuelle entre un modèle et ma fuite. Donc, et quelque part, c'était un peu le fondement de cette démarche de se dire, je veux une borne inférieure, je veux savoir quel est le nombre minimal d'interactions pour qu'un attaquant il ait la chance d'extraire quelque chose d'utile, d'accord. Alors en fait, il se trouve que fait, on s'est penché là-dessus, donc avec Olivier. Et donc, l'année dernière, on a amélioré tout cela. Alors, sur des, je mets les différences en rouge. Donc, en fait, sur des ordres, des ordres polynomiaux d'amélioration, d'accord. Ensuite, on a continué à se poser la question en se disant, c'est anormal qu'il y ait ce facteur M. Donc, on a continué à travailler là-dessus. Et en fait, on a fait disparaître ce coefficient. Et donc, avec des relations un peu semblables qui tournent toujours autour de la théorie de l'information, cette fois-ci avec une notion d'information de Réni d'ordre 2. Voilà. Donc, des résultats qui s'améliorent. Donc, en fait, vous voyez, je pioche dans le corpus de savoir-faire en théorie de l'information, en statistique et de toutes ces métriques-là. Et j'active les inégalités et en fait, j'améliore les bornes. Et donc récemment, effectivement, on a encore amélioré les choses, donc simplement sur la base d'informations mutuelles, et cette fois-ci, en découpant le problème pour chaque share. Donc en fait, c'est très très concret. Donc il suffit pour un attaquant de savoir la fuite d'informations ponctuelle de chaque share. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui se calculent bien sur des données expérimentales.
Donc voilà où on en est aujourd'hui en fait. Donc ça c'est un travail que l'on prépare. Alors pour vous montrer un petit peu en quoi c'est utile. En quoi c'est utile, c'est qu'aujourd'hui vous avez des attaquants qui vont en fait réaliser des attaques. Et ces attaques, ce qui est un petit peu en gribouillis là, c'est des vraies attaques, d'accord. Donc que l'on a répété un certain nombre de fois pour estimer la probabilité de réussite. Donc forcément, c'est des courbes pas hyper lisses, hein, d'accord. C'est des données expérimentales. Et donc on voit que effectivement, donc l'attaquant va toujours extraire les clés, ça c'est clair. Mais avec, vous voyez, en fonction des conditions expérimentales. Donc là, écoutez, ce sigma 2, c'est le bruit de mesure, d'accord. Donc c'est suivant que l'attaquant il est proche ou loin du système, s'il y a du bruit dans les communications réseau, par exemple, ou non. Bon, voilà, ça modélise. Donc ça, c'est le scénario favorable, ça c'est le scénario défavorable. Bien entendu, dans un scénario défavorable, on a un adversaire qui va devoir faire, vous voyez, des millions d'accès à mon serveur pour extraire les clés, hein, forcément. Alors que s'il a très peu de bruit, ça s'extrait en quelques dizaines ou centaines d'interactions, d'accord. Et alors, qu'est-ce que l'on a apporté en fait? Nous, c'est les courbes en pointillés. Donc en fait, on arrive, vous voyez, à modéliser donc c'est une borne inférieure, donc c'est à gauche, mais donc on sait que toute attaque, donc on l'illustre avec une vraie attaque sur la courbe la courbe en gribouillé, comme je disais, effectivement, et que toute attaque nécessairement nécessitera plus d'interaction avec le système, donc sera à droite de ma courbe en pointillé. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, on est parti d'un problème, donc finalement, pour arriver à ma conclusion. Donc, la sécurité des algorithmes, c'est très mathématique, c'est très prouvable, d'accord. Mais en fait, quand on regarde maintenant au niveau implémentation, donc les fuites d'informations, eh bien, en fait, on entre dans le milieu physique. Et donc, dans le monde physique, on peut se dire, OK, tout est plus difficile à modéliser. Bon, voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer que grâce à la théorie de l'information, on arrive à borner les choses et à donner donc des garanties formelles de sécurité, donc y compris donc vis-à-vis d'une menace plus physique. Donc voilà un petit peu le message d'aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, en début de semaine, on était à Munich pour effectivement présenter des résultats à COSAD. Là, on sera à Saint-Malo fin du mois, effectivement aussi pour en détailler d'autres. Donc juste pour vous dire qu'effectivement, on est on aborde des sujets de cryptographie qui sont très très appliqués et qui donnent lieu également à des travaux de recherche très pointus. Voilà. Merci. Merci Sylvain Guillet. Voilà, vous pouvez évidemment l'applaudir. Nous arrivons dans les 5 dernières minutes et nous écoutons vos questions. La première étant la plus difficile, parfois. Bonjour, merci pour la présentation. Je reboucle entre le début de votre présentation et la fin de la présentation. Une fois qu'on a le modèle qui permet de déterminer la probabilité de deviner la clé, est-ce qu'on est capable de revenir à des choses type critères communs pour se dire, OK, un opérateur va pouvoir dire, moi, je veux que ce soit ça, la valeur de seuil. Parce que le modèle est super bien, mais je pense que seuiller, c'est super difficile finalement de façon pragmatique. Non mais alors, tout à fait, c'est une très, très très bonne question. Donc du coup, effectivement, il y a le caractère opératoire. Qu'est-ce que je fais de ces résultats? Et effectivement, un des résultats, c'est que en fait, dans toutes les bornes, le paramètre D intervenait. Et ce paramètre D, c'est un paramètre de conception. C'est le nombre de parties, de combien de fois est-ce qu'il faut que je sépare mon implémentation. Donc le paramètre D a un impact direct sur le temps de calcul. Donc plus D est grand, plus le temps de calcul est long, d'accord. Mais effectivement, plus la sécurité est élevée. Et donc effectivement, ça permet de faire une rétroaction. Donc voilà, dans les critères communs, typiquement, on va pouvoir dire, écoutez, il faut que le système résiste jusqu'à 1 million de mesures, par exemple, et on va rétroagir du coup pour décider de l'ordre de la contre-mesure.